l'impression de voir les choses évidemment d'un point de vue très différent, parce que les adolescents, je les fréquente tous les jours, depuis 24 ans, et puis en fait ce que je vois c'est tout à fait autre chose. On a affaire à un nouveau phénomène, c'est-à-dire qu'en fait les psychothérapeutes, mais les médecins, ils les mettent, pour le moindre truc, ils les mettent en congé. Les élèves sont plus là pendant 2 mois, ils arrivent, on en a discuté ensemble, leur année à moitié faite, et alors on fait quoi? On continue, vous voulez revenir? Ils sont dépassés, donc ça condense et ça multiplie des états de déprime. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est pas ce dont ils parlent. En fait, puis c'est même pas une question de marché, c'est que j'ai l'impression que, enfin c'est plus qu'une impression. Par exemple, en conférence des maîtres, j'en ai eu hier, on ne parle que de cas spéciaux. Oui. Que de cas spéciaux. Tu as 120 cas là, combien? 120. 120 cas, pas, donc ils ont 0,5, hein, imaginez 3,5 sur 4, etc., ou 3,75. Alors, moi je vais téléphoner aux parents, qu'est-ce qui se passe, il y a des situations concrètes, puis il y en a, ils disent, je suis pas bien. Il y en a un qui a dit hier, un collègue qui a dit, oui, il faut prendre en considération le cas, alors ça me fait sourire, puis en même temps ça me fait pas sourire, il dit, il a eu une rupture amoureuse au début de l'année. Je dis, bah, puis en plus, j'ai ajouté, en plus malheureusement c'est un adolescent, enfin tu vois, tu sais plus, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En fait, moi j'ai l'impression, pas peut-être dans ce que vous faites, mais dans l'effet social, il y a une espèce de pathologisation qui fait que tout le monde est un peu déprimé, que j'ai perdu mon chat, moi il y a des élèves qui m'ont dit, moi je sais pas punir pendant 3 semaines, j'ai perdu mon chat. Par contre, on ne va pas me faire refaire le travail écrit, parce qu'il y a même des médecins, je vous promets, il y a des médecins qui disent aux profs comment ils doivent agir. On lit des textes comme ça. Alors, l'élève ne doit pas rattraper 4 travails de mathématiques, 2 de psychologie, parce qu'il n'est pas bien pour le faire. Résultat, il arrive à la fin de l'année, il recommence l'année d'après, par exemple, c'est le plongeon. Donc, c'est par rapport à ça que je m'intéresse à ces questions. Ça, c'est une bureaucratisation de médecine, qui devient un instrument. Oui, et puis en plus, on n'a pas l'impression, moi j'ai pas l'impression que ces élèves sont, il y en a beaucoup qui sont en psychothérapie évidemment, hein, mais il y en a beaucoup aussi, c'est pas que de la complaisance du point de vue des médecins, mais il y a quand même tout d'un coup, ok, tu vas pas bien, tu as besoin de combien de temps, allez, on te met 3 semaines. 3 semaines, c'est énorme, avec la vitesse du programme. Puis en fait, on se retrouve dans une situation, j'en ai discuté avec Sandra, la femme de Jean-François Nsensine, qui travaille avec Daniel, qui est dans le même cabinet. Elle me disait, moi j'étais d'accord avec elle, elle me disait, au fond, je pense qu'on n'est pas du tout en train d'aider, elle a beaucoup d'ados, hein, elle n'est pas du tout en train d'aider ces gens en leur disant tout le temps, oui, il faut, même pas les médicaments, mais oui, tu as un problème, etc. Moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu, tu sais, que, par exemple, j'ai jamais vu, mais c'est possible que ce soit la réalité, je ne dis pas que c'est pas la réalité, tout le monde a des crises d'angoisse, tout. J'ai 20 élèves, je pense qu'il y en a 18 qui viennent, j'exagère un peu, disons, qui viennent me parler de crise d'angoisse. Mais ça c'est la performativité, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est une réponse à cette exigence aussi de la société qu'il faut plus, qu'il faut, etc. D'où Hellberg, que je citais, c'est limite. D'où aussi Renato remarquait qu'il y a de plus en plus de jeunes et de jeunes hommes qui refusent le travail. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réponse à cette exigence de travail, surtout suisse. La valeur travail, le travail, c'est la santé, elle est en déclin. Et ça, c'est la réponse, si vous voulez, sociale, à cette performativité, etc. Il faut plus aussi, mais il y a la dépression et le bonheur, etc. Mais il faut produire un truc, mais il y a ceci. Et puis les gens, je dis, bon, enfin, tant pis, je vais vivre ma vie. Moi, après, j'ai de la peine à te répondre par rapport à ça. Comme les patients que je vois, où je fais les arrêts, il y a des histoires familiales assez lourdes, compliquées. Moi, je pense que c'est pas fake, ce phénomène. Je crois que c'est réel. Je dis pas que c'est faux, mais je dis que c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Autant de personnes. Non, mais il y a une utilisation du certificat médical comme instrument de guerre ou comme instrument de résistance. Oui, je pense que c'est une réponse de résistance à cette injonction de performance, pas de performance, de performance. Allez-y, il faut plus, il faut être ci, il faut être ça. Les gens sont... Je pense qu'il y a aussi la notion de la concurrence dans cette performance. Et les jeunes ne sont pas aidés à avoir des relations qui soignent. J'ai l'impression qu'aussi le fait
être contenu, soulagé par les copains, par les relations sociales dans le milieu scolaire, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes aujourd'hui qu'avant. Je pense que Tu dirais qu'il y a une plus grande relations sont plus déstructuration, difficiles. plus difficile. Ouais. Beaucoup de notions de l'adulte leur arrivent très tôt. Aussi, on peut parler que fait l'autre, qui est le meilleur, à qui faire confiance. Donc ils font pas groupe, c'est ça? J'ai l'impression qu'il y a moins ça, ce qui était assez c'est très sauveteur individualisé. pour les générations d'avant. Ouais. Avant, il y avait le groupe qui était plutôt... On pouvait tous se mettre pour sauver un, pour aider tel. Oui, c'est-à-dire ça aidait. Tandis qu'aujourd'hui, on arrive moins à faire groupe. On est aujourd'hui, seul, ça seul dans sa situation de précarité, disons. Et on parle, et c'est encouragé, donc on parle ouvertement de nos difficultés, puis ça nous stigmatise tout de suite, parce qu'avec ce phénomène dont tu parles, il y a aussi le phénomène d'harcèlement qui est quand même majeur, malgré toutes les campagnes de sensibilisation pour toutes sortes de choses. Donc oui, c'est beaucoup plus agressif aussi, attaquant facilement et critiquant parmi les jeunes et les enfants aujourd'hui. Même de l'école primaire, ça commence. Tu parlais tu avais été interviewé, je crois que c'était le 24 heures, je trouvais très bien, tu parlais, c'était super, c'était vraiment super. Mais il n'y avait pas ta photo. Oui, on ne m'a pas demandé. Mais puis tu parlais des effets justement d'internet, le fait que voilà, les choses sont pas incarnées, les choses peuvent être alimentées. Il y a aussi même cette performativité à être formidable sur les réseaux sociaux. Populaire. Voilà. Populaire. On doit être génial, on fait des trucs incroyables. Je me rappelle, mon père qui est médecin me disait ah ouais, j'étais le patient, ah ouais, sur son LinkedIn. Super, même je le connais, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a cette espèce d'imaginaire qui fait flamber, je trouve, avec ces réseaux sociaux. Alors qu'auparavant, les choses étaient peut-être plus incarnées. Plus incarnées, avec une plus grande naïveté, et du coup, il y avait plus ces aspects de solidarité parmi les jeunes. Là, depuis enfant, on est mis dans une logique de concurrence, rivalité, performance. C'est certain. Mais ils sont aussi beaucoup plus éveillés à travers tous ces stimuli d'écran, de pouvoir aussi eux être beaucoup plus jugeants. Donc après le phénomène d'harcèlement, souvent c'est pas tellement un harcèlement, mais c'est des jugements, des critiques, des encentres qui blessent. Et ils sont beaucoup plus critiques aujourd'hui, ce qui pourrait avoir son bon côté. Tout à fait. Non mais les enfants, je travaille avec les enfants en prison au Brésil, à Rio. Et plus ils étaient petits, plus ils étaient agressifs et plus ils étaient dangereux. C'est-à-dire que ceux qui avaient tué des gens à l'âge de 11-12 ans, ils entraient dans un bus avec un revolver et puis ils tuaient des gens. Tandis qu'à 14 ans, 15 ans, ils commençaient déjà à être moins agressifs pour déjà imaginer donc, la réalité et leur imaginaire, etc. et les conséquences de leur acte. Les plus dangereux, c'était les plus petits. De 11-14 ans, ils étaient terribles. Et j'avais peur parce qu'ils me menaçaient. D'ailleurs, ils sont très utilisés. Il les a dit je vais te buter le week-end. D'ailleurs, les petits sont très utilisés par les trafiquants. Ils appelaient tante. Tous les adultes étaient tante. Tante, je vais te buter ce week-end. Alors je suis venue en Suisse après. Non, mais franchement, ça a aidé que je vienne aussi en Suisse. Parce que c'était très difficile. Donc, d'être plongé, c'est pas tout, le Brésil n'est pas tout comme ça, mais d'être plongé dans une prison de mineurs, c'était terrifiant. De voir la nature humaine, mais bien sûr avec la question sociale aussi ça aide, hein, mais c'était horrible. Oui. Mais c'est des enfants exposés à la violence, ils à naissent dans la violence adulte, très tôt. Depuis très Et ça, on peut faire une petite équivalence qui a quand même cette grande exposition à des scènes violentes, exactement. Et d'autres par choses, les jeux, par les écrans et les jeux. Là, vous connaissez le nouveau jeu, c'est les petites de l'école primaire, application. Ça s'appelle Roblox. Vous connaissez ce que c'est? Vous l'avez entendu? C'est quoi déjà ça? C'est choisir
une grande main et errer dans un terrain où les autres joueurs en ligne inconnus sont là. Donc c'est un jeu tout de suite dans l'interaction en ligne et on se donne des baffes. Donc c'est juste ça. C'est un terrain et on se donne des baffes et puis on essaye de repousser donc quelqu'un dans le vide. C'est assez créatif comme jeu. Mais c'est que ça avance pas. La seule chose que tu peux changer suivant tes points, c'est les mains qui peuvent être plus gros ou plus magiques. Comme ou ça avec tu un chopes bâton. 3 gaillards. Voilà, pour donner des meilleurs baffes. Bon, ça suppose l'autorisation au sein de la part des parents de permettre aux enfants de jouer à ça, c'est d'avoir le matériel pour le faire, finalement. Ou alors il peut se passer un truc, je veux bien. Mais il y a aussi l'accessibilité. Moi j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans, mais les plus grands sont plus grands quand ils sont autour de nous, les parents me disent aussi. C'est ton cas aussi, je crois, même tu dis à un moment donné, on dit à tel âge, oui c'est possible, avant pas du tout. Parce qu'évidemment, comment dire, si c'est régulier, ça peut que provoquer aussi des formes, pas graves, mais des formes de réaction. Oui. Ouais, mais ça te met une pression, ça te baisse le niveau le niveau de tolérance, enfin, le seuil d'interdit, on le baisse de plus en plus. Ça a des effets, ça entraîne un abaissement. Ou par un paradoxe, c'est-à-dire tu peux pas donner des gifles dans la vraie vie. Utilise ce jeu pour donner. Donc ça suppose que ton envie profonde, c'est quand même de pouvoir donner des gifles. Ouais. Parce que ça répond à ça donne satisfaction. Hein. Donc, et pour ta question, ce jeu en particulier, il est vraiment pour le petit. Hein. Justement, c'est ça qui me fait souci. Parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'image de sang ou de choses comme ça, comme d'autres qui sont interdits au-dessous de Mais il y a 16. une grosse main avec des balles. Ouais, mais c'est le côté peu C'est comme un métaphorisé. gant, hein. Oui, mais c'est terrible. Mais c'est pas métaphorisé, c'est ça le problème. Avant, tu jouais des jeux avec des vaisseaux spatiaux qui détruisent d'autres vaisseaux spatiaux. C'est quand même assez abstrait. Non, mais surtout, Là, ça devient vraiment plus très imaginaire. belle. là, C'est où plus je voulais imaginaire. en venir, c'est que les joueurs, ils portent leur nom. Donc, c'est des enfants qui peuvent aussi se connaître, c'est-à-dire dans cette foule sur Internet. Si on se donne rendez-vous pour entrer en même temps, on retrouve le copain de l'école, on retrouve l'ami, on se donne des baffes virtuelles. Bon, mais ça va, mais au départ, ils voulaient faire avec des fusils, donc tu te flinguais parmi. Donc C'est pour ça que le c'est jeu est meilleur autorisé pour maintenant. les petits, ça, c'est pas de... Quelle catastrophe. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ça, c'est-à-dire on peut pas, si l'interdiction complète ne va pas jouer, ils sont exposés partout et puis leurs amis peuvent leur montrer ou visiter chez un ami et puis il y en a, ou il y a après le petit qui ont des grands frères et puis le frère a le jeu et des choses comme ça. Et c'est devenu un moyen de communication après le Covid, surtout indispensable. Toutes les classes ont un groupe WhatsApp et puis on communique aussi pour les courses, les devoirs, etc. Mais si donc le parent interdit à l'enfant d'avoir un moyen d'accéder à l'application WhatsApp, il est hors du groupe classe, Il est isolé. il manque des informations. Mais il est isolé aussi socialement. Mais quand il est dedans, il peut aussi recevoir en vidéo ou en screenshot tout ce qui lui est interdit, une image ou un vidéo de jeu vidéo, même s'il n'a pas accès au jeu, il peut le voir. Donc, vous voyez, c'est impossible d'interdire. Donc, pour faire avec, c'est comment développer l'esprit critique de l'enfant dans ce sens-là, qu'il puisse dire que ça ne l'intéresse pas, ou qu'il puisse savoir, lui, mettre aussi les restrictions qui existent normalement dans toutes ces applications, comme choix de contenu. Pour moi, mon contenu préféré est tel. Oui, mais le problème là, ça va être d'entrer dans le groupe. C'est-à-dire que s'ils sont pas partie prenante, ils sont pas dans le groupe, ils sont rejetés du groupe, et le harcèlement vient aussi de ça. Aussi. Hein. Donc il y a cette question, et l'esprit critique chez un enfant de jeune, ma foi, il n'en a pas, tout simplement. Pour l'application, on pourrait le faire, on peut dire ça, je l'aime pour toi, ça c'est pas bon, tu sais, pour telle raison, donc c'est pour ça. C'est-à-dire, il faut arriver à ce qu'il ne se sent pas privé, ce qui va lui provoquer d'aller le chercher et de
fournir quel jeu est autorisé pour interdire l'autre et puis qu'il puisse rester à distance. J'arrive quand même Si pas on à interdit comprendre tout, que il va les finir instituteurs, les institutrices utilisent continuellement ces groupes WhatsApp. En plus, ça crée des problèmes. Même au gymnase, un prof qui s'est fait virer, on pourra couper, s'est fait virer à Chamblande parce qu'on a soupçonné qu'il voulait avoir des relations homosexuelles avec des élèves. Si tu regardais, semble-t-il, les messages, il n'y avait rien qui transparaissait. Donc, en fait, on est dans une zone super problématique à tous les niveaux. Parce que jamais autant qu'aujourd'hui, on était aussi attentif à, tu vois, qu'il n'y ait pas d'exagération. Il faut faire partie, mais en même temps, il y a toutes espèce ces possibilités. Moi, je serais pour que l'école, au niveau de l'école, le gymnase, nous, on en parle pas, si je me souviens bien. On dit, maintenant, il n'y a pas, on n'utilise pas WhatsApp. Il y a une copine, Sandrine, qui me disait, on reçoit tout d'un coup, c'est dimanche soir, tu reçois des maîtresses qui t'écrivent comme ça. Je dis, Mais t'as plus de vie privée. mais il y a une continuelle intrusion, puis en même temps on dit oulala, il faut être prudent, il faut faire attention, mais tout est dans la technologie, dans le mouvement un peu contraire. C'est pas du tout qu'il faut être contre. Non, mais parce qu'il y a les bons aspects aussi. Il y a, pour ceux qui ont difficulté à s'intégrer, s'ils sont dans le groupe, ils sont intégrés dans un groupe. Donc il y a aussi le bon côté des personnes autistes notamment qui ont un sacré plaisir d'être dans ce groupe WhatsApp et ils ont l'impression qu'on s'adresse à eux même si c'est un message général, mais ça fait l'impression d'avoir des amis, etc. Et puis après ça peut aussi être envahissant. Il y a des jeunes autistes qui, quand les messages sont beaucoup, ça fait trop, ils ne peuvent pas le gérer, et puis ils doivent éteindre les téléphones et ils n'osent pas parce que ou bien c'est sortir du groupe. Il y en a qui sortent beaucoup du groupe. Ou sortir du groupe. En tout cas, Fédélia, il nous a emmené vraiment au phénomène de société. Oui. Ben oui, c'était quelques aspects que je voulais discuter avec vous, mais surtout vous poser des questions par rapport à ce qu'il y a dans sa crainte, dans ce qu'il montrait, ce qu'il y avait d'actuel ou d'inactuel selon vous, quoi. Donc ça me donne des réponses. Voilà. Ça reste en tout cas la question de la dépression, avec la question du TADA, de la Ritaline, ça reste un truc très fréquent. Où on sent je trouve des fois, en lisant ça, je pensais à des discussions avec certains collègues, médecins de famille, qui veulent, ah oui, il a un TDAH, on doit lui donner absolument de la Ritaline, et puis on se retrouve avec des modes de compréhension, tu essaies d'avoir une compréhension un peu fine d'un phénomène complexe, en tenant compte aussi des facteurs familiaux, des facteurs sociétaux, et puis tu te retrouves avec une vision un peu carrée et simpliste. Mais il faut aussi comprendre plus simplement les sensations que là, dans son cas, par exemple, si les personnes se sentent plus anéanties, anesthésiées avec l'antidépresseur, la Ritaline propose... c'est la même chose. Pas tout à fait, parce qu'on peut sentir un frein sur notre impulsivité, mais on peut sentir une satisfaction de l'hypervigilance, parce que la vigilance, de la concentration, et puis de comprendre. Et là, on est performant, on a un retour positif, donc on a aussi un bravo de l'environnement. Donc c'est quand même logique qu'on arrive à des surutilisations, à des surdiagnostics, mais qui amènent à obtenir cet effet... Il y a un peu tous les cas de figure. Il y a aussi des patients qui arrêtent la Ritaline parce que ça les anesthésie affectivement. Ils ne ressentent plus rien. Après, c'est pour ça que moi, ceux qui dépriment. Et je trouve que dans ces débats, je trouve que c'est difficile d'avoir une sorte de formule magique où on dit c'est comme ça, alors qu'on est dans des trucs hyper individualisés. Exactement. Alors il y a des catégories, mais c'est oui, mais on est tout le temps là-dedans. De toute façon, je pense que toute maladie mentale a une composante sociale très importante. Et ça, c'est la base de l'antipsychiatrie. Je ne suis pas antipsychiatre, mais il faut vivre avec cette notion-là. Lorsqu'on parle de performativité... Cette notion-là. Et la deuxième notion, c'est que la réponse aux médicaments, donc aux molécules chimiques, sont très, très aléatoires
est subjective, c'est-à-dire ça dépend du Aussi. métabolisme de chacun. Mhm. Donc il y a ces deux composantes qu'il faut toujours tenir compte, que ce soit l'époque, que ce soit la maladie. C'est ça. Et lorsqu'on parle de performativité en psychiatrie, c'est exactement ça. C'est lorsque le phénomène social crée la maladie. Lorsque, par exemple, l'exemple de performativité en psychiatrie, c'est justement le TADA. Lorsque quelqu'un dit l'hyperactivité est une maladie, se dire devient une réalité et tout de suite on commence à voir de cette maladie un peu partout. D'ailleurs, Machado de Assis, déjà au 19e siècle, il a écrit un conte qui s'appelle L'aliéniste et qu'il parlait beaucoup de ça, de comment on découvrait des maladies. La maladie psychiatrique, elle devient une espèce d'épidémie, parce que c'était un conte qu'il faisait au 19e siècle, cet écrivain brésilien, d'un aliéniste qui ouvre une clinique d'aliénés à l'intérieur comme ça de l'État. Et tout le monde fait une fête pour l'ouverture de cette maison, c'est l'événement du village. Et puis ensuite, il y a le premier personne qui devient fou et qu'on doit le mettre là-bas. Ensuite, il y a une deuxième personne, une troisième personne. Et puis ensuite, on découvre que la femme du maire est devenue folle et elle est aussi entrée dans la maison. Et puis, on découvre des personnes qui deviennent folles, on est étonné jusqu'au moment où l'aliéniste, il se rend compte que presque tout le monde dans le village est devenu fou et il doit revoir sa théorie et il se dit, si moi je suis le seul qui ne suis pas fou, c'est le contraire, c'est moi qui suis fou. Il a enlevé tout le monde et il s'est mis dans la maison. Alors, la question de la performativité. Mais ça existe ce conte en français, il a été traduit, ça s'appelle L'aliéniste. Par contre, dans la chaleur de nos débats, parfois, on a utilisé on a confondu, on a fait des lapsus en mettant performativité à la place de performance. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Hein, Merci. c'était Merci. comme de vous Et merci entendre aussi. un moment.